Bonjour à tous, bienvenue sur cet écho dédié à l'industrie du futur, industrie 4.0. Donc, je suis François-Xavier Thiolois, je travaille chez BPI France, je suis en charge des sujets justement industrie du futur. Je suis ravi d'avoir mes 4 invités, de gauche à droite alors, pour la salle. Olivier Rioux de Siemens, Sébastien de Cubert de Nutriset, Antoine Vignon de Vif et Jean-Marc Guillemet de Petit Bateau. Ils se présenteront plus en détail ensuite. Le déroulé, chacun va se présenter plus en détail de ce qu'il fait, ce que fait son entreprise, évidemment en lien avec l'industrie du futur. On a, pour votre information, un streaming en parallèle, donc les gens qui nous suivent à distance peuvent déjà poser des questions dans le chat. Une fois qu'on a eu cette présentation, ensuite on démarrera plus en table ronde. N'hésitez pas à intervenir, plus c'est interactif, plus c'est intéressant. Évidemment, ça nous permet de nous adapter mieux à vos demandes. Et voilà à peu près les points que je voulais voir. Donc si... Voilà. Ça va passer. Donc je vais laisser une seconde. Tac. Voilà. La parole à Sébastien. Merci François-Xavier. Bonjour, Sébastien de Cubert, donc directeur adjoint Nutriset France. J'ai rejoint Nutriset il y a bientôt 5 ans maintenant pour son mandat humanitaire. Donc pour démarrer, on a souhaité partager avec vous une petite vidéo de l'entreprise. Donc Nutriset, c'est un groupe, une ETI familiale qui a été créée il y a 35 ans par Michel Lescane, président fondateur. Une entreprise agroalimentaire qui produit des produits de lutte contre la malnutrition pour les bénéficiaires majoritairement basés en Afrique. Donc on a créé depuis 35 ans les produits de A à Z qui n'existaient pas, qui ont été brevetés d'ailleurs à l'époque pour servir donc nos bénéficiaires en Afrique. Donc on a notre site principal et la holding. Sébastien, je te coupe une seconde. Excusez-moi, je vois des gens au fond qui entendent mal. En fait, on ne pousse pas les micros, enfin les haut-parleurs, pardon, parce qu'il y a des salles partout. Donc l'idée, c'est que vous preniez, c'était marqué dans votre invitation de prendre vos oreillettes. Vous avez un QR code, bonne question, quelque part autour, que vous pouvez scanner pour récupérer le live et le son. Alors évidemment, les gens qui sont devant, vous devez nous entendre bien. Au fond, désolé d'avoir oublié ce morceau-là. L'idée, c'est que vous puissiez suivre à partir de votre téléphone. Merci. Donc notre site principal est basé à Rouen, en Normandie, avec la holding, le siège et l'usine de production la plus importante du groupe. Mais on a également développé depuis 2005 un réseau de franchisés industriels avec 10 partenaires aujourd'hui qu'on anime de France pour être au plus près des besoins locaux. Donc on héberge toutes les fonctions, recherche et développement, l'animation de la franchise avec notamment toute la partie industrielle, assurance qualité. Donc c'est nos équipes qui mettent sur place localement des outils. Donc quelques slides pour compléter. Donc comme je vous le disais, donc mandat originel depuis 86, donc on fait nos 35 ans cette année de lutte contre la malnutrition. Donc 35 ans d'innovation. Donc l'histoire a démarré sur les laits thérapeutiques à la base, puis après on a développé de plus en plus de produits, des produits de, on va dire, de malnutrition de plus sévère. Là on compte le nombre de jours qui restent aux bénéficiaires enfants s'il n'est pas pris en charge, à des produits de plus en plus préventifs. Donc là vous avez l'image, la photo de notre réseau avec donc le site en France mais également tous les partenaires notamment en Afrique. Donc ils sont majoritairement en Afrique mais on a également un partenaire à Haïti, aux États-Unis et en Inde. Donc quelques chiffres, en France avec le site français on couvre à peu près 7 millions de bénéficiaires d'enfants, on est plus de 200 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui oscille entre 125 et 130 millions en fonction des années. Et on produit environ 50 000 tonnes par an. Un petit slide également sur le développement qu'on peut avoir, notamment sur les Eat and Play Box. On a développé ça il y a un peu plus d'1 an sur nos cartons, de manière à qu'ils aient une utilisation cognitive auprès des enfants. Et on a été awardé notamment l'année dernière du prix de l'innovation packaging. Merci. Antoine. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Antoine Vignon, directeur général de la société Vif. Alors, qui sommes-nous? On est une entreprise d'origine nantaise qui compte aujourd'hui 250 collaborateurs.
On accompagne, notre métier, c'est d'accompagner les industriels dans la digitalisation de leur industrie. Donc aujourd'hui, on compte 600 clients actifs que nous accompagnons dans ce chemin et ça représente l'équipement d'une quinzaine de milliers d'utilisateurs. Alors le schéma de droite, pour nous, il est intéressant parce qu'il représente un petit peu notre vision. C'est vrai que la digitalisation de l'industrie, c'est un grand sujet. On vient y retrouver tout un tas d'éléments. Et finalement, ce que nous portons sur le marché, c'est que l'industrie est efficace dans sa digitalisation à partir du moment où elle a couvert à minima 3 pans, que sont la gestion. Donc là, on va parler évidemment de ERP, un terme qui est aujourd'hui communément utilisé. L'exécution, donc là on va parler de toute la digitalisation du shop floor de l'industrie et l'anticipation où on va venir retrouver des sujets qui vont tourner autour des prévisions de vente, de la planification de production. Et c'est finalement cette vision globale-là qui a vocation à maximiser l'amélioration de la performance industrielle de nos clients. Alors comme on est là pour parler un petit peu de retour de cette digitalisation, je vous ai mis là 3 exemples de tailles assez différentes. Je vais les traiter de la plus petite vers la plus grosse entreprise. Donc des clients qu'on accompagne, le groupe Nautilia qui fait des produits des produits chimiques du quotidien, donc du white spirit, voilà. Ils se sont retrouvés au début de la crise du Covid avec une multiplication par 9 de la demande en gel hydroalcoolique. Leur constat, c'est que s'ils n'avaient pas digitalisé leur gestion de production, ils n'auraient pas pu s'organiser pour répondre à cette demande. Donc en une semaine, ils ont réussi à revoir l'intégralité de leur processus de gestion pour pouvoir pas seulement produire, mais quelque part changer les processus industriels, s'adapter, gérer leur stock et répondre à cette demande. En une semaine, ils ont réussi à basculer dans cette nouvelle organisation. C'est une boîte qui fait une trentaine de millions d'euros. L'entreprise Saint-Jean, donc là on va parler de MES, donc clairement de digitalisation de la production. On les a accompagnés dans un projet zéro papier. Dans le cadre de ce projet, ils ont connu un certain nombre de gains. Donc celui qui est noté ici, c'est qu'ils ont pu finalement réallouer des ressources sur l'analyse et l'amélioration continue avec la data qu'ils récupéraient, plutôt que de la saisir. Mais il y a eu également d'autres effets qui ne sont pas notés ici, comme par exemple celui de pouvoir positionner de façon beaucoup plus réactive des intérimaires sur des lignes, par exemple, puisque quelque part le nouvel opérateur a tous ses modes opératoires, l'intégralité de son activité est pilotée par le logiciel. Et donc, quelque part, il interagit et il apprend son métier de façon beaucoup plus réactive. Donc aujourd'hui, ils peuvent former un intérimaire sur une ligne en une demi-heure. Donc, ce qui leur permet évidemment de gagner en flexibilité. Le troisième exemple que je vous mettais ici, c'est Europe Snack. Donc là, on est sur une entreprise, une ETI de 350 millions d'euros. Présente un petit peu partout en Europe, qu'on a accompagné sur des sujets qu'on appelle SNOP. Le SNOP, c'est quoi? C'est faire le lien entre des prévisions de vente et la production dont on a besoin pour répondre à ces prévisions de vente. Ils avaient de gros problèmes finalement de calage entre la demande et la production. Et le fait d'avoir une approche de digitalisation transversale de ces différents métiers, de ces différents sujets, leur a permis d'augmenter de 5% leur taux de service et également, évidemment, en effet de bord, de réduire leur stock. Donc voilà 3 exemples d'apport de la digitalisation de l'industrie. Alors, c'est pas simple quand même comme sujet. On sait bien que les sujets de digitalisation sont des sujets complexes à déployer et même un plan directeur est parfois difficile à faire. Alors, je vous ai mis quand même quelques facteurs clés de succès de projet.
Le premier, c'est clairement de travailler sur l'humain. Il faut donner du sens. On ne fait pas un projet juste pour faire un projet. On fait un projet pour s'améliorer. Donc parfois, ça peut manquer un petit peu de sens parce que on tombe rapidement dans la complexité, mais il faut vraiment toujours revenir au sens du projet pour pouvoir accompagner le changement. Deuxième, c'est de choisir le bon partenaire. Bien souvent, je vois des industriels qui s'orientent vers des partenaires qui me semblent parfois disproportionnés par rapport à leur taille, qui ne vont pas comprendre leur culture, qui ne vont pas comprendre leur métier. Donc soyez très vigilants quand vous êtes amené à choisir un partenaire pour vous accompagner dans ces projets, sur le fait que vous partagiez quelque part des fondamentaux qui vont réellement créer le succès de ce projet. Et puis le troisième, qui pour moi est un des plus importants, penser durable. Vous avez peut-être un projet aujourd'hui, mais demain, vous en aurez d'autres. Et donc, réfléchissez bien lors du choix que vous ferez des outils pour vous accompagner sur ce qui est capable de vous proposer, une fois le projet initial terminé, ce qui est capable de vous proposer le partenaire, que ce soit dans l'amélioration continue, la montée en compétences en continu des personnes qui vont être amenées à faire vivre l'outil. Donc cette durabilité et cette pérennité est réellement un sujet à envisager quand on est en phase de choix d'un partenaire pour accompagner un projet digital. Le premier facteur que tu évoquais sur l'humain, je pense que Jean-Marc va pouvoir nous en parler, parce que c'est vraiment un sujet hyper important chez lui. Donc, Oui, bonjour à tous, donc, je m'appelle Jean-Marc Guillemet, j'ai un parcours de 8 ans dans l'automobile, 18 ans dans les produits cosmétiques et je suis arrivé il y a 2 ans dans cette belle et vieille maison qui est Petit Bateau. Donc Petit Bateau, une marque française historique puisqu'on date de 1893. On produit des vêtements, des sous-vêtements pour enfants et pour bébés et nous sommes encore avec une forte localisation française à Troyes, dans l'Aube, où nous avons 600 salariés sur 2 sites, un site de production et un site de distribution. Alors, ouvrons les portes justement de ce site de production où nous faisons partie des derniers dinosaures à avoir encore toute la chaîne de valeur du fil de coton jusqu'au produit fini. Donc là, vous avez une image de nos ateliers de tricotage qui, comme vous le voyez, ne sont pas encore forcément en 4.0. Mais on parlera après justement de la transformation qui est en cours. Donc le tricotage, on transforme le fil de coton en un tricot qu'on va appeler brut et qu'on va ensuite aller teindre. Voilà, donc des grosses machines de lavage ou de teinture qui vont nous mettre la couleur, qu'on va ensuite donc ennoblir et puis voilà, on arrive à l'étape finale où on va couper les différentes pièces de nos vêtements et on va les assembler dans un atelier de confection où là vous voyez aussi beaucoup d'humains et très peu d'automatisation à date chez nous comme chez beaucoup de nos confrères dans le textile. Et cette vieille dame de 1893, puisque nous sommes encore sur le bâtiment historique, eh bien nous sommes en train de la projeter vers l'avenir et de la transformer effectivement. Donc la thématique c'est 4.0, mais en fait le 4.0 pour nous ce n'est qu'un moyen. L'important c'est de se dire vers où va-t-on. Et ça commence au niveau de l'entreprise. Et si j'ai mis cette photo qui montre bien finalement le lien entre l'histoire et puis le futur, vous avez sur ce ballon qu'on a créé dernièrement notre nouvelle signature liberté, qualité, durabilité, qui est finalement le cap, la boussole qu'on s'est donné à toute l'entreprise. Avec après derrière une mission très claire qui est de créer et de fabriquer des produits et des services durables, naturels, circulaires pour les enfants et qu'ils se connectent à la nature. Et ça, finalement, c'est une boussole très importante au niveau de l'entreprise qui se décline au niveau des opérations. Je vous ai dit, donc, je suis directeur des opérations. Ça regroupe les métiers d'achat, les métiers de production, les métiers de distribution et évidemment tous les services supports qui vont autour.
la question a été, quand on a cette plateforme de marque, qu'est-ce que ça implique au niveau des opérations, et en particulier quand on a un outil industriel intégré comme le nôtre. Et ça nous a permis, ce cap très clair, de se définir aussi des objectifs très clairs, qui sont fondamentaux, parce que le 4.0 sera après au service de ces objectifs. Et je vais en citer un pour démarrer, et je vous donnerai le deuxième après. Notre objectif numéro 1 pour nous, les opérations, pour tout l'outil industriel et logistique, c'est la réactivité. Dans notre métier du textile, si le produit arrive trop tard, on ne gagne plus d'argent. Ce qui est fondamental, c'est de le faire arriver, et en particulier quand c'est un best-seller, juste quand les clients en veulent. Donc, contrairement à avant, l'approche classique était de produire avant saison. Vous mettez ça dans vos magasins en vous disant j'ai les meilleurs prévisionnistes du monde, donc tout va bien se passer, et puis j'ai la plus belle collection de la saison et bien meilleure que mes concurrents, et puis évidemment ça ne se passe jamais comme prévu, donc vous connaissez, après on a des soldes, après on a des magasins d'usine, et puis après on a des invendus. Et quand on travaille de moins en moins bien, ce qui a été notre cas ces dernières années, on arrive à être fortement déficitaire et à mettre en péril la société. Donc la question, c'est comment on bascule dans un nouveau modèle qui nous permet d'être de nouveau rentable. Parce que la réactivité dont je vous ai parlé, elle est au service de la rentabilité. Et c'est toute la transformation que nous sommes en train de mener pour transformer cet outil industriel et faire en sorte qu'on ne produise plus tout avant la saison, mais qu'on produise en cours de saison, jusqu'à quasiment la moitié de nos collections en cours de saison, qui dure à taux plein, j'entends sans remise, que 4 mois. Donc il faut aller très très vite pour remettre immédiatement sur le marché les produits plébiscités par les clients. Je développerai un peu par la suite justement comment nous faisons et en quoi le 4.0 peut nous aider à ça. Merci Jean-Marc. Olivier, pour finir, la vision d'un autre offre de solutions après Antoine. Oui, bien sûr. François-Xavier, tu nous avais fixé une thématique choc. Finalement, le digital, ça rapporte et c'est facile. Et c'est possible. Et c'est possible. J'aurais pas dit que c'était facile, il ne faut pas exagérer. C'est possible. On va le voir, c'est possible et ça demande un travail en amont pour que ce soit possible et facile. Ça nous a amené non pas chez Siemens à digitaliser l'industrie, mais à industrialiser le digital. L'objectif depuis 10 ans pour nous, c'est de le rendre simple. Lorsqu'on a acheté chacun un smartphone, finalement on a été voir un centre commercial, une boutique, et on a acheté sans le savoir de l'IA, du jumeau numérique. On a acheté finalement des logiciels qui étaient à la fois performants et pratiques. Et donc cette digitalisation dans l'industrie, elle doit adresser un parc de 17 ans d'âge moyen. Elle doit adresser des protocoles différents avec des enjeux qui, pour chacun d'entre nous, sont poussés à l'extrême puisqu'on veut chacun être leader. Leader dans notre région, leader dans le monde, compétitif. Et donc ça amène finalement une grande maîtrise des procédés. On a beaucoup d'atouts en France. On a d'abord une innovation dans le digital qui a toujours été extrêmement forte. La France, leader des systèmes gouvernementaux, leader de la carte bancaire, leader et innovant dans de très nombreux domaines. On le voit, Thales, Orange Business Services, Atos. On le voit aussi au travers de start-up ou de grands partenaires comme Braincube, Zozio, Shizen, Dianalyse, des sociétés qui innovent et qui ont besoin à un moment donné de bénéficier d'une crédibilité. Et ces acteurs sont souvent très reconnus à l'étranger. Et donc il faut les reconnaître en France également dans nos projets. Et il faut pouvoir leur associer nos forces de vente, nos ambitions et nos réseaux de connectivité. Et ça, c'est très important. Parce que ce digital, pour l'industrialiser, il faut qu'il soit délivré par les acteurs dans lesquels vous avez confiance. Et tous les jours, vous offrez finalement les clés de vos machines à des intégrateurs. Vous achetez des produits à des distributeurs. Et s'ils ne sont pas eux qui vous livrent le digital, c'est que le digital est un projet en soi et qu'il est complexe. Et donc tout le travail amont, c'est de faire que ce digital soit facile à déployer et par les acteurs traditionnels. Alors bien sûr, les nouvelles technologies amènent à former, et c'est ce que l'on fait maintenant depuis 10 ans,
Formez vos partenaires, formez vos intégrateurs, formez les fabricants de machines pour que cette digitalisation, elle vous soit livrée de manière naturelle, comme vous le faites d'habitude, comme vous avez acheté des automates, des supervisions, et bien maintenant, voir arriver l'IA dans votre smartphone, et bien ce sera pareil dans l'automatisme, dans les commandes numériques. Donc ça, c'est une notion qui est très importante, et donc je rejoins l'idée que, en fait, c'est possible, mais ça se fait déjà, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, et il y a beaucoup d'exemples. Cette continuité, si on reste sur le slide précédent, cette continuité numérique, elle est importante parce que vous comprenez que toutes les missions sur Mars, elles ont réussi. Et ça veut dire que les logiciels de simulation multiphysique, aujourd'hui, ils permettent d'envoyer des choses comme ça sur des planètes et de réaliser des missions. Et ça veut dire que dans tous les domaines, aéronautique, automobile, agroalimentaire, pharmaceutique, dans tous les domaines, la simulation multiphysique a fait des progrès formidables. Elle a fait des progrès formidables et plus ça va, plus elle calcule vite. Et plus elle calcule vite, plus elle peut être déportée sur les machines en temps réel pour que vous voyez le procédé se dérouler et pour qu'un opérateur arrête de travailler devant un carter gris sur lequel il n'a aucune prise. Rendre l'usine visible, rendre l'usine attractive, permettre l'échange entre l'opérateur et la personne qui a créé le modèle, ça c'est important. Et la connectivité de l'autre côté, elle a fait d'énormes progrès. Et donc, ça veut dire qu'on peut connecter à 2 millisecondes la donnée process et la livrer au métier. Chacun d'entre nous a des indicateurs clés de performance. La difficulté, déjà, c'est 30% du temps pour les créer. On a du vert, on a du rouge, on a de l'orange. Et puis finalement, quand on veut les comprendre et qu'on veut trouver les routes causes et qu'on veut agir, c'est très compliqué parce que les gens des métiers n'ont pas accès aux données process. Donc le gap a été comblé. Le message, c'est la technologie, elle est prête aujourd'hui. Elle est non seulement prête, mais elle est compétitive. C'est-à-dire qu'on le disait, ce n'est pas l'affaire d'une société, d'un groupe, c'est l'affaire d'un écosystème qui se livre des batailles pour vous offrir le meilleur service, le meilleur prix. On l'a dit, agir en local. Et donc la bataille, elle est engagée, elle est déjà engagée depuis, je dirais férocement depuis 2 ans. Voilà, c'est plus de l'incantation, c'est de la réalité. Alors, ces packs digitaux, il en existe. Alors quand vous achetez une PlayStation, vous avez un boîtier de connectivité et des jeux. François-Xavier, vous nous aviez posé un problème il y a quelques années. Vous nous avez dit, on a fait beaucoup d'audits sur le 4.0 et on veut transformer les ateliers. Et vous nous avez dit, créer un pack qui permette de connecter un parc machine et de faire un premier pas dans le digital, c'est important. Donner la donnée machine aux gens qui prennent les décisions, aux opérateurs à la ligne, aux gens de métier, savoir si la spécification apporte de la performance, si on a spécifié le bon micron, savoir pour un ingénieur qualité si les règles sont réellement appliquées en temps réel, savoir si quelque part les décisions prises tous ensemble apportent une performance globale à la milliseconde, au jour, à la semaine, à l'année. C'est finalement pouvoir bénéficier à la fois d'une donnée qui flue à 2 millisecondes dans une commande numérique et à 10 millisecondes dans un automate, et pouvoir la consolider à la semaine, à l'année et en multisite, potentiellement dans un cloud. Et ça amène une offre industrielle sur laquelle la BPI nous avait sollicité, nous avait challengé. Et donc on a bâti une offre. On a bâti une offre avec des partenaires, Braincube, Dianalyse, Shizen, donc des startups françaises que vous connaissez, j'espère. Et on a créé un pack digital. L'ambition à l'époque était un pack à 10 000 €, avec des aides régionales qui permettaient d'abaisser les prix d'un facteur 2. Et puis on a fait évoluer ces packs et on en a déployé plus d'une centaine cette année. On a notamment on n'a pas encore rencontré la machine qu'on n'arrivait pas à connecter. L'idée, c'est de pouvoir connecter les automates de nos confrères, les nôtres, de connecter des machines qui sont anciennes. Bon, finalement, notre métier à nous, on va dire dans la soute, c'est de connecter les machines. Donc, les difficultés que vous éprouvez, c'est les solutions que nous essayons d'apporter. Et donc, Decathlon a fait ce choix et je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est une société qui est très innovante, qui s'approprie les choses, qui est, comme Siemens, très humaine et très technique. Et en fait, le projet était tout simple, c'est on perd 30% du temps à chercher de la donnée. Et en général, quand on l'a, c'est trop tard.
c'est le lendemain, c'est une semaine plus tard, on n'est plus sur le lieu. Donc finalement, on n'a plus la possibilité d'exploiter cette donnée et de la mettre au service de l'action. Donc en fait, Decathlon a fait ce projet de connecter ces machines et de livrer cette donnée aux gens de métier. Avec une exigence très simple, c'est il faut que ce soit industriel. Un interlocuteur unique, une écoute, une offre tout intégrée avec des applications start-up comme sur un smartphone, donc de l'informatique agile qui se branche sur des machines qui sont hyper critiques parce qu'elles valent 1 million d'euros, 50 millions d'euros, et que si la machine s'arrête, vous renvoyez tout le monde chez vous. Donc, brancher une informatique agile sur des moyens hyper critiques. Et les packs digitaux qui maintenant sont distribués permettent de remplir ce gap. C'est une question de jours, puisque ça se déploie en 2 jours. C'est une affaire d'équipe, d'entente. Tu l'as dit, de ROI, de sens. Il faut que ce soit au service de la machine critique, de l'enjeu majeur. On l'a vu, le délai, le lead time, la capacité machine, sa capacité en termes de qualité peut-être. À vous d'inventer, de créer le challenge qui vous convient, qui vous permet d'être compétitif. Mais sachez qu'en face, vous aurez une supply chain, intégrateur, distributeur, fabricant de machines, offreur de solutions, qui est prête et qui ne va pas travailler de manière individuelle. Ce sera un écosystème. Merci. Je reprendrai bien un peu de hauteur pour commencer. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jean-Marc, c'est d'abord on réfléchit stratégie d'entreprise. C'est vraiment une conviction profonde chez BPI. On ne fait pas de 4.0 si on ne sait pas le pourquoi et pourquoi on le fait. Et ensuite, on déroule. La techno, c'est vraiment que le moyen pour permettre cette transformation. Je demanderais peut-être à Sébastien de nous citer un exemple justement d'une transformation qu'il a faite. Pourquoi il l'a faite d'abord et ensuite comment il l'a faite. Et alors, quand on parle justement de transformation digitale, moi le mot qui me vient à l'esprit, c'est une vraie opportunité. C'est vraiment de saisir les opportunités. Quand on a lancé notre transformation chez Nutri7, on s'est posé 2 questions, notamment autour de ça. C'est finalement, qu'est-ce que peut nous apporter le digital dans nos activités, nos processus d'aujourd'hui pour aller chercher plus de rentabilité et plus de valeur ajoutée dans toute la chaîne de valeur, notamment dans les opérations. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est finalement, qu'est-ce qui peut aussi nous apporter qu'on n'a pas aujourd'hui en termes de gains, de services qu'on peut demain proposer à nos clients. Et autour de ces 2 questions, donc on a réfléchi vraiment sur la stratégie, la vision et les besoins, avant de parler de solutions, comme le dit François-Xavier. Et on l'a déployé aussi de manière un peu intimiste, sous forme de POC, de pilote, sur certains sujets, pour essayer de mettre un peu de graines digitales un peu partout dans l'entreprise, dans la chaîne de valeur, pour se tester. Et quand je parlais d'opportunité, c'est aussi une opportunité pour révolutionner les choses. Et on parle d'ailleurs de révolution industrielle, c'est-à-dire que cette transformation digitale, elle a vraiment chahuté, mais dans le bon sens du terme, le positionnement entre les systèmes d'information et les métiers. C'est fini les temps longs des gros projets à 18-24 mois. Là, on est dans une société où les choses vont très très vite. Il faut du lead time très court, de la rentabilité rapide. Il faut aussi oser tester. Et tout ça, ça a quand même beaucoup fait évoluer la relation entre les systèmes d'information et les métiers pour pouvoir aller chercher de la valeur ajoutée dans notre chaîne de valeur. Donc concrètement, voilà un petit peu l'approche qu'on a pu avoir aujourd'hui. Pour parler solutions, on a implanté par exemple une solution de suivi de la productivité dans l'usine en temps réel. Ça nous a fait gagner 14 points de productivité en 3 ans. Et pouvoir passer du temps homme sur l'analyse de ces données plutôt que d'aller chercher les données. Donc le but c'est de continuer dans ces analyses pour aller chercher d'autres productivités. Donc un des ROI, on en parlera peut-être encore après, mais du digital c'est aussi le temps homme, c'est comment reconvertir du temps un peu chronophage sans valeur ajoutée vers du temps à valeur ajoutée. On a implanté également sur la supply chain du tracking en temps réel. Alors nous on est sur une logistique très compliquée quand on travaille avec le continent africain. En fait on gère de l'aléa tous les jours. On doit manager des retards en permanence. Alors c'est pas qu'on a une supply chain qui est pas performante, on a aussi du SNOP, des prévisions, etc. Mais en fait on gère on va dire une logistique chaotique dont on n'a pas toutes les cartes en main, donc il faut pouvoir l'anticiper, le gérer. Et la meilleure façon c'est d'être connecté en temps réel pour nos clients
sur nos conteneurs, etc., pour pouvoir les anticiper, les gérer au mieux, pour finalement diminuer les impacts indirects et les coûts ou de services. Je donnerai un troisième exemple aussi qu'on a pu implanter dans notre transformation digitale. Et ça, c'est en lien avec une autre démarche qu'on a instaurée depuis peu, c'est la performance économique. Finalement, performer, on peut le faire, mais ça peut coûter cher. Et non performer, ça coûte aussi. Donc la performance économique, pour dire les choses basiquement, c'est l'équilibre entre le niveau de performance attendu et l'obtention de cette performance, le coût associé. Et quand on dit ça, c'est pas si simple en fait de dire comment on peut maintenir notre performance, voire même aller au-delà, mais baisser les coûts d'obtention. Et je vais donner un exemple de cette démarche. C'est un outil qu'on a implanté dans notre usine. Alors, on est agroalimentaire, mais vraiment dans des exigences très hautes de par le produit. On est plus proche du pharmaceutique en termes de référentiel qualité. Et donc, ça nous impose une gestion de notre environnement de travail très haute, notamment avec des lingettes quotidiennes pour gérer la microbio dans les infrastructures et le process. Et en fait, c'était très compliqué parce qu'il y a tellement d'analyses tous les jours qu'en fait, on passait notre temps à l'injecter, mais sans seulement exploiter cette analyse, enfin les données plutôt, sans faire l'analyse. Et on avait, quand on avait le courage, on revoyait une fois ou deux nos plans de prélèvement, quoi, dans l'année, parce que c'était ingérable. Et là, on a implanté un outil pour gérer ça, avec une mini IA, on va dire, à l'intérieur. Et en fait, cet outil, il nous permet de re-questionner à la semaine, voire au mois, ce qu'on fait. Et ça nous a permis de diminuer d'à peu près 30% les lingettes, les prélèvements, pour aller cibler là où il faut aller chercher les problèmes. Pour moi, la bonne approche, c'est vraiment en faire moins, mais trouver le plus possible de problèmes pour l'anticiper. Et cet outil nous a permis donc de diminuer les coûts de 30% et d'améliorer la performance avec moins de réclamations ou de non-conformité interne. Donc c'est vraiment bien dans la philosophie, je trouve, quand je parlais d'opportunité, cet outil, il y a peu, il n'existait pas en fait. Donc on a pu saisir cet outil comme opportun, on va dire, dans le cadre d'une démarche de performance économique, d'aller chercher plus de performance tout en réduisant les coûts d'obtention. Des questions, des réactions des offreurs ou de l'autre industriel? Oui, je voulais rebondir sur les propos précédents, sur deux points. Le premier, je souscris vraiment à l'approche de POC. On n'est plus du tout dans une approche projet 4.0. On a défini nos objectifs et après, j'allais dire, on a une matrice d'opportunités. Et en fonction du contexte, on va aller vite sur un sujet qu'on va tester, on va apprendre et puis on va le laisser de côté en se disant non, finalement, ce n'était pas une bonne idée ou on va aller ailleurs. Typiquement, pour illustrer la réactivité, on était sur une réactivité, j'allais dire historique, où on mettait 10 semaines à reproduire un produit. Parce qu'on refaisait tout, la commande du fil de coton, le tricotage de la teinture, etc. On s'est dit on va tester une nouvelle façon de faire et on s'est fixé un objectif complètement fou qui était de se dire finalement on va passer de 10 semaines à 10 jours. Sur un POC, donc une petite partie de production, il y a maintenant 1 an et demi. En fait, on n'a pas mis 10 jours, on a mis 5 jours. Et là, on s'est dit, super, on sait faire. Et ça nous permet après d'implémenter, d'aller un cran plus loin. Et d'ailleurs, de basculer dans une approche plus digitale, plus 4.0, là où, au niveau du POC, ce n'est pas du tout là-dessus qu'on a travaillé. On a travaillé plutôt sur nos process, on a travaillé sur une façon différente de travailler. Et puis après, on se pose la question comment on le digitalise pour être encore plus efficient. Donc voilà, ça c'était un point très important. Le deuxième sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'on se parle beaucoup de data. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai vu plein de secteurs dans l'industrie ou ailleurs où on a beaucoup de data, mais on passe tellement de temps à la regarder, à la reporter, qu'on n'en fait rien. Donc moi, il y a une approche qui m'est très chère et qui est, à mon sens, complètement fondamentale et prioritaire par rapport à ce qu'on a dit précédemment. C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle ou le Lean Six Sigma. Si vous n'avez pas cette culture implantée chez vous, la data, vous n'en faites rien, vous vous noyez dedans. Donc moi, c'est fondamental aussi, et j'en suis à quelques années, enfin un peu plus d'1 an de déploiement de cette démarche, puisqu'elle n'existait pas chez nous, pour que tout le monde prenne les bons réflexes face à la data.
et soient capables de l'analyser, soient capables de l'animer auprès de leurs équipes et de passer plus de temps à trouver les causes racines et à mettre en place des actions sur le terrain plutôt qu'à se faire plaisir à collecter de la data, process, machines, etc. Alors, juste pour rebondir sur ce dernier point, j'y souscris à 200%. Il faut faire attention à la donnée. Ce n'est pas en démultipliant la donnée qu'on se rend meilleur ou qu'on avance dans l'amélioration opérationnelle. Donc, ce qu'on a vu, nous, beaucoup, c'est que bien souvent, il y avait une démarche d'accompagnement, par exemple avec un cabinet de conseil d'un industriel, que cette démarche demandait de récupérer beaucoup de données, et puis à force de faire cet effort au quotidien de récupération de la donnée, eh bien, cet accompagnement, il marche au début, et puis au bout d'un moment, ça épuise un petit peu tout le monde. Et donc, nous, on voit aussi le digital comme une forme d'élément qui va venir donner de la durabilité à cette amélioration continue. C'est-à-dire, je fais une démarche d'accompagnement pour installer des pratiques de Lean dans mon industrie, par exemple. Mais pour ne pas avoir à refaire cette démarche dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le déploiement d'un outil digital va permettre finalement de cranter dans les pratiques et de donner de la consistance et de la durabilité à cette amélioration continue. C'est-à-dire qu'on ne va plus, de nouveau, on ne va plus passer notre temps à aller chercher la donnée, on va travailler de façon opérationnelle sur la donnée qui est disponibilisée. Là, je vais peut-être intervenir pour une fois avec ma casquette vraiment BPI. J'ai dit, je m'occupe des sujets industrie du futur, mais vraiment dans la partie accompagnement. Donc on fait du conseil en plus de la formation. Et sur l'aspect conseil, typiquement, je dis toujours à nos consultants, regardez si les bases Lean sont là, sinon on oublie le 4.0, on se pose la question des choses basiques. Les routines managériales, est-ce que le matin, il y a un point 5 minutes à la prise de poste? Et ensuite, évidemment, si on a ce point 5 minutes, à la mise en place de ce point 5 minutes, on a évoqué Shizen, on pourrait évoquer Fabric ou Solvay, qui sont les 3 gros du marché. On va mettre en place un outil digital pour justement aider à pérenniser cette démarche. Mais en revanche, on ne va pas aller se lancer, on évoquait de l'IA, on va pas se lancer dans un projet d'IA un peu pointu s'il n'y a pas des gens pour faire le quotidien. Hier, j'étais comme ça, qu'est-ce que je fais pour qu'aujourd'hui soit un peu meilleur? Je crois que c'est essentiel, on se rejoint sur ce sujet. Je crois que la technologie permet aujourd'hui une exploitation de la donnée et de réduire drastiquement l'effort. C'est-à-dire, vous ne passez pas du temps à remplir la donnée, elle vous arrive au café le matin et lorsque vous allez voir les gens le matin et leur dire bonjour, vous savez déjà que vous allez leur parler d'un sujet parce que vous savez ce qui s'est passé la veille. Donc je crois que ce gap-là, il faut le franchir. C'est-à-dire, la technologie, elle est là, il ne dépend qu'à vous d'aller la saisir, cette technologie, et elle est vraiment accessible. Donc maintenant, ça, il faut le mettre derrière soi et savoir le mettre au service du métier. La donnée, pour la formation d'une bouteille, c'est 2 millisecondes. Pour un usinage de titane, c'est 2 millisecondes. Et cette donnée, elle existe, il ne faut pas la nier. Si vous la niez, de toute façon, c'est la machine qui le prend en charge. Et donc, vous la déléguez, cette maîtrise. Mais la maîtrise, elle se fait à 2 millisecondes. Et cette donnée, vous pouvez l'exploiter avec cette granularité, avec des équipements. Et puis, vous pouvez la faire remonter de manière à la servir à des gens qui prennent des décisions à tous les étages. Et donc, je dirais que il ne faut pas opposer cette donnée, qui est l'expérience au quotidien et qui se joue à la milliseconde et qu'il faut comprendre à la seconde, au jour et à la semaine, et la science, la simulation multiphysique, qui est la compréhension de ce qui se passe, des phénomènes, des procédés, mais aussi d'avoir finalement une vision logistique, on l'a vu, ou d'avoir une vision des flux, de manière à pouvoir prendre les décisions et adopter les bonnes stratégies. C'est pas opposer l'expérience de la donnée temps réel et la science, c'est joindre les deux. Donc, je crois qu'on se rejoint vraiment sur à la fois la puissance des solutions qui existent aujourd'hui au service des métiers et le fait que cette donnée aujourd'hui, elle est vraiment disponible. Elle est vraiment disponible, y compris pour des équipements sur Mars. Donc, on peut y aller. Je crois que l'idée, c'est qu'on peut vraiment avoir confiance. On a beaucoup d'expériences où on s'est vraiment jeté à l'eau et ça marche.
Si on revient, donc on a dit clairement, tant qu'on ne sait pas où on va, il faut vraiment définir un cap et on peut y aller. On a dit la techno, globalement, ça marche, c'est pas le sujet. Donc quel est le frein? Le frein, mais on va y revenir, c'est le change management. Hein. Le frein, ça nous a conduit à une chose très simple, c'est on se rendait compte qu'on identifiait des startups excellentes en France, qui étaient aussi identifiées par des cabinets de lean. Et donc on est allé voir ces cabinets de lean, entre autres Progress Partners, on leur a dit mais attendez, on ne comprend pas, qu'est-ce que vous faites avec eux? Parce que vous voyez, nous, une startup qui a une offre disruptive, qui peut intéresser nos clients, bah, c'est des domaines peut-être dans lesquels nous, Siemens, on ne va pas investir, mais par contre on sait les connecter, on sait leur apporter un réseau de vente, on sait les présenter à des partenaires intégrateurs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que finalement le lean c'est bien, mais ça se fait encore avec un papier Excel. Il existe aujourd'hui des logiciels qui permettent de simuler des flux, de simuler des laiteries, des raffineries, des usinages, de travailler avec son fabricant de machines sur le programme d'automate 2 mois avant que la machine ne soit livrée, et donc d'arrêter l'effet tunnel et de former les opérateurs sur la machine virtuelle avec le véritable programme d'automate, avec une collaboration de l'ensemble des fournisseurs sur la ligne. Et une fois de plus, ce n'est pas une offre unique, c'est une offre compétitive dans laquelle nous nous battons avec des concurrents. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la possibilité, elle est là. Et en fait, on a souhaité, avec ces conseillers de Lean, qui sont experts dans le change management, créer des parcours de Lean 4.0. Et je vous invite vraiment, enfin là, on est vraiment très ouverts à créer avec vous et tous ensemble des parcours de Lean 4.0. Les méthodes existent, hein, l'AMDEC, les plans de surveillance, les Six Sigma, les Kanban, les flux, les lead time, la chasse au gaspillage, eh ben, mettons-la en 4.0. Et honnêtement, si on le fait en France avec nos startups, on prend une revanche industrielle sur toutes les méthodes qui nous ont été apportées par d'autres pays. Et comme ces méthodes ne sont pas encore, entre guillemets, digitalisées, je pense que c'est vraiment un sujet d'investissement pour nous. Au niveau des freins, je pense qu'on peut avoir des réponses différentes en fonction des cultures d'entreprise, mais pour en parler avec pas mal d'entreprises, il y en a au moins 2 quand même qui reviennent en général. Le premier, c'est celui que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est d'avoir pas mal chahuté quand même la relation entre les SI et les métiers, où les métiers attendent des SI quand même toute la partie infrastructure, la partie urbanisation, cybersécurité, et c'est quand même un sujet très anxiogène aujourd'hui dans la digitalisation. Et puis finalement, on donne beaucoup plus d'autonomie aux métiers sur leurs besoins, leur implantation, etc. Quand tu parlais d'accessibilité, aujourd'hui, il y a encore peu, un outil informatique, c'était réservé aux informaticiens, quoi. Il fallait faire un ticket et puis faire une demande, et puis après, ça prenait un certain nombre de temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible pour les métiers, donc c'est quand même assez déstabilisant, cette relation qui évolue. Et ça peut être un frein dans la conduite du changement dans les entreprises, ce changement de rôle et responsabilité entre les métiers et les SI. Et le deuxième frein souvent qui revient quand même dans pas mal d'entreprises, c'est oui, il est important d'avoir une vision, un cadre, puis en même temps il faut aussi se tester, faire des POC, des pilotes. Donc en fait il faut trouver cet équilibre entre les deux, entre savoir où on veut aller, mais finalement casser un peu parfois les modes projet longs à 6 mois, 18 mois pour tester, pour affiner les besoins et avancer quand même dans cette feuille de route. Et ça, c'est important, mais c'est aussi important finalement de challenger le besoin. C'est-à-dire que quand je dis challenger le besoin, le but c'est pas non plus de faire un copier-coller du processus et de ses activités dans un nouvel outil. Le but c'est aussi de saisir l'opportunité de se dire finalement, et je pense que Jean-Marc le disait tout à l'heure, profitons-en aussi pour questionner la façon de ce qu'on fait, quoi. Parce qu'on l'a fait comme ça pendant des années, et là c'est une opportunité aussi pour se dire peut-être qu'on peut le faire autrement, et puis en plus de toute façon on trouvera la solution, la technologie pour le faire. Donc ça c'est aussi la conduite du changement, c'est aussi oser se dire au-delà du changement d'outils, l'ergonomie qui peut apporter l'outil, etc. C'est poser-nous la question de comment on fait demain pour implanter cet outil, quoi. Comment on fait évoluer le processus et les activités associées. Et j'ajouterais à ça la montée en compétences. La notion de compétence aujourd'hui, elle est centrale dans toutes nos organisations. Et c'est vrai que pour accompagner ce changement, bien souvent, on oublie un petit peu, parfois, de suffisamment penser compétences. Pour que les gens soient à l'aise derrière un outil informatique, on prend des opérateurs d'atelier, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, hein. On est en train de parler d'industrie. On prend des opérateurs d'atelier, il faut qu'ils aient
un outil qui soit le plus accessible possible pour lui, qu'il ne se sente pas lui-même en difficulté et également passer suffisamment de temps et d'énergie à lui donner du sens, l'emmener dans cette direction pour que lui-même y voit un intérêt. Donc je partage vraiment, aujourd'hui les métiers s'approprient de plus en plus les outils qui sont proposés sur le marché. Donc ça c'est déjà une très bonne chose par rapport à un autre temps où les outils étaient poussés quelque part et donc subis par les métiers. Aujourd'hui c'est l'effet inverse, c'est les SI qui doivent suivre les métiers dans les choix qui sont faits. Donc ça c'est la première chose. Et puis vous avez parlé à très juste titre de POC, surtout commencez petit. Faites la preuve en interne chez vous que l'outil marche, qu'il apporte, que les opérateurs sont à l'aise avec. Ça, c'est juste complètement fondamental dans cette conduite du changement. Juste un point sur le commencer petit. Il faut quand même garder en tête, si ça marche, est-ce que je pourrais le faire grandir beaucoup, vraiment, à l'échelle de la boîte. Mais je cite, tant qu'on est sur les freins, vous n'en avez pas cité un, et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un frein auquel je ne crois pas du tout, qui est le frein économique. Je vous donne juste un chiffre. Comme je l'ai dit, je fais du conseil et de la formation. J'ai eu certains clients qui sont dans la salle. Et maintenant, avant de faire la formation, je leur envoie un petit questionnaire. Disons quels sont les freins pour vous pour passer au 4.0. Et dans la liste des freins, j'en mets 2 fois le même, entre guillemets. Il y en a un qui est trop cher. Ils peuvent cocher la case trop cher. Et puis il y a une case ROI mesuré et non compétitif. Et ben j'ai 30-40% des gens qui me disent « Ah, c'est trop cher ». Et en revanche, quand les gens qui répondent ROI mesuré et non compétitif, c'est 10% à peine, c'est entre 5 et 10%. Donc vraiment, il y a cette barrière mentale des gens qui n'ont pas commencé à se dire au fait, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Parce que pour parler de POC, je préfère pilote personnellement, parce que justement le pilote, il y a l'idée de grossir derrière. Scalabilité. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce sujet de scalabilité qui est important aussi. Si ça marche, il faut le passer à l'échelle, sinon ça ne sert à rien. Pour ça, il faut aujourd'hui, quand vous avez regardé, vous voyez que les ROI, c'est moins d'1 an, clairement. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a pas. Sinon, c'est que c'est pas le bon projet, c'est que c'est pas suffisamment en phase avec la stratégie de l'entreprise, et donc il faut changer de projet. Oui, on le voit, les jumeaux numériques de machines, par exemple, hein, c'est une question de semaine. Les packs digitaux, c'est également une question de semaine et une question de jours en termes d'installation. Pouvoir faire la preuve de gains rapides, de quick win, de manière à donner confiance aux équipes, c'est essentiel dans le change management. Donc ça, c'est vraiment un aspect important, c'est la bonne dimension du projet, son caractère symbolique pour engager la société dans une démarche qui ensuite va grossir. Les gains peuvent être très importants et peuvent financer le reste de la transformation et l'accélérer. Hein. Donc c'est très important de faire ce premier pas dans le digital. Et on parlait, c'est vrai, de ce frein entre l'informatique et l'automatisme industriel. En fait, il y a cette question de, bon, est-ce que je m'adresse à mon responsable IT, à mon responsable de maintenance? Et c'est 5 ans, 10 ans de travail avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, homologué, certifié, passer les automatismes en pain taste, créer les réseaux techniques qui permettent la séparation, permettre un traitement local de la donnée industrielle pour éviter d'envoyer les données sur le cloud, permettre aussi un accès au cloud de manière raisonnée, faire les accords, et vous l'avez vu, hein, entre des acteurs comme, on va citer Orange Business Service par exemple, hein, sur la 5G, sur l'IoT, de manière à ce que les acteurs de l'IT puissent venir dans le monde industriel et venir aussi vous apporter la donnée machine que nous connaissons bien. Donc je crois que ce frein IT, OT, une fois de plus, il est traité. Simplement, allez vers vos partenaires et levez-le rapidement. C'est une question d'homme, c'est pas une question de technologie. Petit point de pub d'ailleurs sur la cyber, dans un peu plus une demi-heure en gros, à 11h15, il y a sur un des échos à côté un sujet cybersécurité avec l'ANSSI justement, le DSI de BPI France et d'autres qui vont parler cyber. Je ne sais pas s'ils parleront de la partie IT-OT parce qu'évidemment, nous on y pense en tant qu'industriel. Malheureusement, je ne suis pas certain que notre DSI ait beaucoup ce raisonnement-là de se dire au fait, les automates chez BPI France on n'en a quand même pas beaucoup. Donc voilà, petit aparté, je vous conseille après notre table ronde de passer voir ça. Oui, et je voulais rebondir en disant d'abord que j'étais entièrement aligné avec ce qui avait été dit précédemment. Je rajouterais aussi un écueil qui est, même si on a une stratégie claire, la dispersion et finalement sur un sujet donné, ne plus savoir à qui s'adresser.
plein de startups peuvent potentiellement proposer à peu près la même solution et finalement on ne sait plus à quel sens se vouer et on peut perdre beaucoup de temps à ça. Pour y répondre, nous on a eu la chance d'être en contact avec un startup studio qui s'appelle OSS et qui, sur base d'une mission et d'objectifs clairement définis comme les nôtres, a été capable de nous mettre en relation avec soit des startups établies qui proposaient, j'allais dire déjà, une solution qui répondait parfaitement à notre besoin, soit face à un besoin, j'allais dire, non assouvi, mais potentiellement intéressant pour créer un business derrière, et bien de nous mettre en relation avec des gens qui sont en train de créer leur start-up, qui ont envie de répondre à ce cas d'usage-là, à ce besoin-là. Et là, on est exactement dans la démarche où le SI se met au service de l'utilisateur, puisqu'ils sont à côté de nous pour intégrer parfaitement nos besoins et faire l'outil qui va répondre parfaitement à ce besoin. Donc c'est aussi une façon vraiment intéressante et qui bouleverse la façon dont les projets informatiques étaient faits précédemment. Comme l'heure tourne, je propose qu'on prenne quand même quelques questions de la salle. Alors, la salle physiquement présente ou la salle à distance. Oui. Carole ? Oui, on a une question d'une personne qui vous suit en live sur les ROI et les cas d'usage. Donc, je vous la passe. L'identification des bons cas d'usage avec un fort potentiel de ROI n'est-il pas un travail préalable à toute mise en place d'une solution 4.0 ? Je dirais même, avant même ça, d'abord, il y a la première question, c'est quoi ma stratégie ? Et ensuite... Oui, alors, l'identification de la valeur est majeure. Alors, il arrive que parfois, malheureusement, on soit en pleine crise et qu'on ait besoin de résoudre très rapidement et de se connecter très rapidement aux données pour comprendre ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que la démarche 4.0 en elle-même, qui est une démarche durable, vraiment d'exploitation, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, d'un moyen au service d'un objectif qui est la performance et la compétitivité, elle ne peut se faire que dans une démarche raisonnée de ROI. Elle se fait par l'identification des gains. Des exemples de gains, c'est gagner 30 à 40% sur la livraison d'une machine. C'est des technologies qui permettent de faire le meilleur du passé. Alors comme on est en full data et big data, un pneu de voiture par exemple c'est 10 000 variables, temps réel. Un disque carbone, c'est 1400 données. Un rouleau de papier, c'est 1000 données temps réel. Donc si vous éclairez la performance de votre produit en temps réel avec autant de données que de données présentes dans l'usine ou chez vos fournisseurs, vous avez immédiatement une capacité à analyser la performance du passé. Avec la simulation, vous pouvez aller explorer des zones de gains que vous n'avez jamais testées. Donc ça, c'est très important de maîtriser ces petites technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Donc maintenant, c'est emboîter le pas, c'est oser, mais en fait, c'est oser avec raison, puisque les ROI sont déjà prouvés. La démarche de ROI, elle est essentielle dans l'industrie, cette compétitivité, et on ne le dira jamais assez, je crois qu'on l'a dit déjà beaucoup, la technologie est là. Beaucoup de startups percutantes et un réseau industriel capable de les déployer et de les scaler. Une approche d'écosystème dans lequel on reconnaît la valeur des uns des autres. Donc je dirais oui, le ROI. Forcément, ça passe d'ores et déjà par le fait de savoir où on a nos plus gros pains. Si on veut pouvoir donner du sens à nos projets, il faut expliquer aux équipes pourquoi on mène ce projet. Donc clairement, l'analyse préalable des endroits où il faut agir en premier lieu semble être un point de passage obligé pour pouvoir agir au bon endroit. Je voulais juste rebondir sur le sujet d'avant, sur quelque chose qui n'est pas un frein, mais pourrait être considéré comme un frein, c'est l'âge de l'outil industriel. Ça n'est pas un frein. Vous n'êtes pas obligé de reconstruire un site from scratch pour le digitaliser. Aujourd'hui, les différents offreurs de solutions savent très bien s'adapter, à aller mettre des capteurs aux bons endroits sur des machines existantes. Nous étions dans l'usine de BCG à Saclay qui avait fait justement l'effort d'aller récupérer des outils de production anciens pour montrer que la digitalisation de l'usine n'a aucun lien avec l'âge de l'outil industriel. Je voulais juste quand même remettre ce point-là, parce que parfois on se dit ok, mais pour digitaliser, il faut que je revoie l'intégralité de mes flux, voire certains outils industriels. Ça n'est pas le cas.
Merci Antoine, c'était une très bonne remarque en effet, parce que c'est vrai que c'était tellement clair dans notre tête que c'était bien de préciser que ça non plus, c'était pas un frein. Carole, une question de la salle peut-être? On a déjà eu une première question, même si c'était à la distance, donc vous pouvez vous lancer aussi dans la salle. Juste en complément sur les ROI, le temps de la question. Moi, j'ai un petit retour sur l'expérience à partager, alors qui est un retour sur l'expérience Nutri7, mais pour l'avoir entendu dans d'autres entreprises, je pense que c'est pas propre qu'à Nutri7, c'est que c'est là où il y a un paradoxe, parce qu'on sort des années d'automatisation, de robotisation, etc. Et nos plans d'investissement, ils sont assez robustes sur ces sujets, avec le courant, l'incrémental, les mises aux normes, etc. Et aujourd'hui, on n'est pas aussi avancé, je pense, sur les plans d'investissement ou de transformation digitale. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la même approche aussi développée. En termes de processus, tu veux dire? En termes de processus, alors qu'on sait qu'en finalement, il y a du ROI, c'est quand même pas les mêmes enveloppes que des investissements dans le hard, quand on fait de l'infrastructure, du process, etc. Et on n'a pas tout à fait encore la même approche. D'un plan directeur usine avec du process, des bâtiments, etc., qu'un plan directeur SI de transformation digitale. Donc finalement, il y a du ROI ici d'ailleurs et c'est la même approche. Bonjour, une question concernant justement le ROI. Souvent on voit que finalement la digitalisation, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle va accélérer le decision making dans l'industrie. Mais ça, il y a un préalable qui est le change management. Et la question que j'ai, c'est quand on amène une nouvelle solution digitale, est-ce qu'on peut vraiment chercher un ROI tant qu'on n'a pas fait l'accompagnement du changement, et comment les équipes opérationnelles justement acceptent et adoptent des nouveaux produits? Alors, si je tente de répondre, je dirais en fait c'est les deux en même temps. Vous savez, finalement on tente. Finalement, on prend confiance dans une technologie, dans un offreur, dans un réseau, et on va identifier un gain possible, et on va tenter une mise en œuvre. Et de ce premier gain rapide, on va prendre confiance et on va avancer. Et le fait qu'on puisse exploiter la data, résoudre un premier problème, va d'abord nous donner des données pour les problèmes suivants. Et dès lors qu'on aura un nouveau problème, on aura la donnée immédiatement, au lieu de reconstruire une architecture, puisque l'ensemble de l'usine sera déjà connecté. Donc vous aurez une capacité de réaction immédiate sur l'ensemble de vos procédés. Et en fait, vous allez prendre confiance. Donc en fait, c'est pas, je dirais pas, vous ne pouvez pas opposer change management et technologie, c'est que les deux avancent ensemble en fait. C'est un change management dans l'implémentation d'une technologie au service de votre performance. Et en fait, les trois vont ensemble. Ça veut dire, j'identifie une vision, je la mets en pratique, je prends confiance et je recommence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je dirais, c'est pas juste une incantation de allez, j'ai un projet et j'étudierai la technologie après, parce qu'en fait la technologie, quand vous allez la découvrir, je vous invite à venir les découvrir, elles sont disruptives. Lorsque vous les voyez, vous comprenez bien qu'en fait on n'était pas capé, on n'a pas compris ce qui se passait autour de nous. Ça veut dire, si vous avez sur votre smartphone l'impossibilité de vous perdre aujourd'hui et d'arriver en retard, sauf peut-être ce matin avec les bouchons, je dirais, c'est que en fait, le monde, les technologies, le big data a fait un progrès fantastique. C'est juste qu'il n'était pas arrivé dans l'usine. Olivier, je vois l'heure qui tourne. Donc ça, je pense que c'était un peu ta conclusion. Et ça me va bien que chacun fasse une phrase de conclusion en essayant de tenir pour les 1 minute 10 qui nous restent. En conclusion, je dirais que le digital, encore une fois, c'est une belle opportunité pour nos entreprises pour pouvoir saisir des opportunités dans la chaîne de valeur. Il ne faut pas sous-estimer l'approche, la méthode, les points qu'on a pu discuter ensemble. Mais je pense que le Lean, encore une fois, je rejoins mes collègues à table, c'est une bonne approche pour pouvoir l'implémenter. Il y a des étapes à passer au préalable. Et puis ne pas sous-estimer également le développement des compétences. On parle de 4.0, mais j'ai tendance à dire des fois, il faut aussi penser aux 4.H, les hommes, avec un grand H, pour pouvoir accompagner tout ça. En conclusion, moi je dirais mener des projets pragmatiques. Je dirais n'oubliez pas l'accompagnement au changement, et je dirais choisissez des accompagnants qui vous ressemblent et qui vont vous comprendre. Sinon, le changement va être difficile. J'insisterai sur la vision qu'on se fixe et les objectifs associés à cette vision. Et derrière, j'y mettrai l'homme avant la technique. Et l'homme, il a besoin de prendre conscience qu'il faut bouger et il faut déclencher après son envie de bouger. La technique ne vient qu'après.
Merci. Alors, ma conclusion, ce sera de vous proposer de télécharger ce QR code. On a fait une étude il y a un peu plus d'1 an avec Sébastien en particulier. Je ne connaissais pas encore Jean-Marc à l'époque, sinon c'est sûr qu'il aurait été interviewé, pour justement avec des gens qui ont bien entamé leur transformation sur vraiment comment faire pour transformer l'industrie. Le QR code vous renvoie sur la page de l'étude BPI France qui a été faite. Sincèrement, c'est un petit doc de 80 pages facile à lire, très structuré avec des plans d'action. Je pense que c'est un très bon complément de toute la discussion qu'on a eue là, qui montre qu'il y a 2-3 freins qui n'en sont pas, et il y a des vrais sujets qui sont la vision, l'humain. Ça, j'ai jamais rencontré personne qui soit vraiment impliqué dans le sujet de transformation digitale, qui ne me cite pas ces 2 sujets-là comme étant vraiment les 2 sujets de fond. Merci en tout cas de votre attention, c'était vraiment un plaisir. J'espère que les autres participants ont pris tant de plaisir que moi à être aujourd'hui à discuter de ce beau sujet.